comme d'habitude, j'aime aux soirées de conférence du groupe Mission vous souhaiter la bienvenue, tout spécialement aux personnes qui ne sont jamais venues ici au groupe Mission. Voilà, donc qui est un groupe de formation chrétienne qui propose aussi des éléments de réflexion qui peuvent intéresser des personnes qui ne partagent pas nécessairement notre foi. Alors, nous allons avoir une rencontre donc, sur la question de bien voter. Comme sous-titre, on aurait pu dire est-il possible de faire une omelette sans casser les œufs, ou plutôt comment jouer du violon sans corde. Je ne sais pas si le frère Thierry Dominique pourra nous éclairer voilà, de façon à nous faire réfléchir. Je pense que oui. Voilà, donc nous accueillons le frère Thierry Dominique Imbrecht, que certains d'entre vous connaissent déjà. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Éloge de la politique, je ne me trompe pas. De l'action politique. Éloge de l'action politique, qui a été publié chez Parole et Silence il y a un peu plus d'1 an maintenant, si je ne me trompe pas, que vous pourrez acquérir sur Amazon ou auprès de l'auteur et lui faire dédicacer quand vous voudrez, si toutefois la conférence vous a plu. Ce dont je ne pense pas. Alors, bonsoir à tous. J'ai l'impression qu'on s'est déjà parlé de ces choses-là ici il n'y a pas si longtemps. Mais bon, ça devait être l'année dernière. Alors, le frère Mariano demande que je vous traite le sujet « Comment bien voter ?» S'il en est ainsi, notre soirée est un contresens. Ce n'est pas à un prêtre de vous dire comment voter, ni pour qui voter, ni même qu'il faut voter. Ce n'est pas à un prêtre de dire à des laïcs qu'ils ont à accomplir leur travail de laïcs. C'est aux laïcs eux-mêmes de se prendre en main, puisque la politique, c'est ça. S'ils ne le font pas, ce n'est pas la peine de parler politique. Et ce n'est pas à un prêtre de faire de la politique, au sens ordinaire de l'expression, d'avoir un discours devant des personnes pour les convaincre. Ce genre de cléricalisme, c'est-à-dire les prêtres qui s'occupent des affaires publiques, est dangereux. Et il se paie très cher là où il a lieu. En France, on n'y est plus. Ça existe encore dans certains pays plutôt de tradition catholique latine, l'Espagne, l'Italie, et ça se paie très cher. On raconte qu'en France, les zones géographiques les plus anticléricales sont celles où, quelques siècles auparavant, la présence de l'Église, notamment des grands monastères issus de Cluny, avait été la plus forte. Donc on paie pendant des siècles une présence écrasante. Quand je dis une présence, c'est la possession de la terre par l'Église. Je crois que c'est nos frères hongrois, quand ils venaient faire nos études, ou tchèques, je ne sais plus, non, je ne sais plus si c'est la Hongrie ou la Tchéquie, quand ils faisaient nos études chez nous, leur pays est aussi déchristianisé que le nôtre. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où ils vont devenir marqués par le communisme, plus d'un tiers du pays est terre d'église. Plus d'un tiers du pays appartient à l'église. Ben voilà, c'est un pays très déchristianisé. Vous voyez, ça se paie très cher. Donc il faut se souvenir de cela. Hein. Donc notre soirée est sans objet. Si vous et moi sommes conscients de nos devoirs respectifs, si nous obéissons d'un côté à la raison et de l'autre à ce qu'enseigne l'Église, ce n'est pas à moi de vous parler ce soir et certainement pas de vous prescrire comment bien voter. Bonsoir. Normalement, je devrais arrêter là. Maintenant, puisque nous sommes là, et vraiment, je m'amuse, mais en fait, je ne m'amuse pas du tout. Je crois que c'est la vérité. Ce serait pour vous une véritable leçon de politique. Et pour nous aussi. Maintenant, puisque nous sommes là, bon, alors essayons de causer un peu ou d'échanger des idées, ou du moins de les faire bouger dans nos têtes. Et donc, vous me permettrez de vous instruire, non pas de vos décisions politiques, mais peut-être de la nécessité pour vous d'en prendre. Parce que nous, non seulement on représente une institution qui est universelle, donc qui est au-dessus des pays, des nations et des corps politiques, ce qui est toujours très mal vécu par les corps politiques eux-mêmes. On échappe, en quelque façon, à l'État. Mais en plus, on exerce aussi un certain pouvoir spirituel sur les gens, par la force des choses, c'est notre rôle. Donc l'État a toujours vu ça, je pense, d'un mauvais côté. Mais d'un autre côté, c'est à vous à faire ce travail-là, vraiment. Nous, on est là, on est des simples citoyens sous ce rapport. On n'en sait pas plus que vous, on n'est pas meilleur que vous, on n'est pas plus éclairé que vous. Je crois que c'est extrêmement important, au moins pour ces choses-là, bien sûr. Alors, il me semble que ça peut se discuter, car nous sommes en politique, nous ne sommes pas dans le domaine du nécessaire. Rien n'est dans le domaine du nécessaire en politique, du nécessaire. J'appelle ici nécessaire, non pas ce qu'il faudrait faire, comme je vais en parler ensuite, mais ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. Donc c'est le terme nécessaire au sens très fort. La politique n'est pas le domaine du nécessaire. Et je crois, pour le coup, que j'ai vu passer pas mal de jeunes. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été assez méfiant vis-à-vis de l'engouement passionnel, personnel qu'on a pour la politique. Parce que je l'ai trop vu quand j'étais étudiant chez des jeunes exactement comme vous, alors entre 17 ans et 25 ans, par une sorte de flux hormonal turgescent, ça vous pousse, et puis après, à 25 ans, c'est fini.
télé, cacahuètes, football. C'est fini la politique. Ou alors après, on commente à table ce qui s'est passé à la télé, enfin comme n'importe quel beauf. Donc c'est fini. Donc on a l'impression qu'une sorte de passion qui était dans le nécessaire quand même, il faut faire des choses, tout d'un coup, dès qu'on a un vrai boulot, une vraie famille, qu'on dort plus la nuit à cause des bébés, c'est fini. Et je me disais, moi à l'époque, c'était vraiment pas la peine de nous saouler. Si c'est pour en faire aussi peu après. Car si c'était si important, il fallait continuer, et si vous ne continuez pas, c'est qu'en fait, rétroactivement, ça n'était pas important. Donc moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a la politique comme une passion inutile, enfin, une passion qui est juste une passion, qui ne débouche pas forcément, alors ni sur quelque chose de très rationnel, passe encore, mais ni sur quelque chose de très compétent, puisque concrètement, la plupart n'en faisaient pas leur métier. Donc ce n'était pas la peine de nous énerver. En outre, je crois que le principal pour vous n'est pas de se précipiter dans l'action. Action qui serait pourtant un peu à la mode depuis 2 ou 3 ans, d'une certaine manière, mais bien plutôt de réfléchir. Je crois que la première action du politique ou du futur politique serait peut-être de s'arrêter et de réfléchir en profondeur. C'est peut-être ce que les politiques ne font pas, sous le rapport de la profondeur, je ne dis pas de la complexité. Réfléchir sur les fins, les moyens, les motivations, le contexte, car cela fait partie de la réflexion politique, je pense. Donc on en voit, vous en avez sûrement vu, de ceux qui vous précèdent immédiatement, peut-être même parmi vous, mais mettons de ceux qui ont 1 ou 2 ans de plus que vous, vouloir se précipiter dans l'action politique, mais pour faire quoi finalement? Quand on ne fait que se jeter dans une action à laquelle on n'est pas préparé. On colle des affiches, quoi. Et encore maintenant, avec Internet, c'est plus tellement intéressant de coller des affiches. Vous serez peut-être les derniers à coller des affiches du genre de ceux de la présidentielle précédente, où il y avait un Gugus qui s'était présenté, un des candidats, j'ai oublié son nom, pour la liste des abstentionnistes. Et je me souviens de l'affiche, d'abord il y avait une tronche à mourir de rire, et le slogan était génial, ne votez pas, mais pour moi. Ça, c'était très bien. Alors bon, voilà, vous allez coller ça la nuit, ce sera décollé par vos adversaires, bon, c'est gentillet. Ou alors, en sommet de carrière, vous allez coller des timbres dans une mairie. Super. Donc s'il n'y a pas de préparation en profondeur, en fait, vous n'allez rien faire, finalement, que discuter entre copains sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ce que vous auriez fait de toute façon, et ce que tout le monde fait, comme les beaufs dont on parlait tout à l'heure. L'action, tout le monde peut s'y mettre. Mais la réflexion, celle qui précède l'action, je pense que trop peu s'en préoccupent. Même, me semble-t-il, chez les catholiques, et de manière paradoxale. Il y a, je pense, un certain déficit de réflexion. J'appelle ici réflexion une formation intellectuelle poussée, car c'est un domaine difficile, qui réclame des compétences, y compris des compétences techniques. Il y a toujours des gens qui disent qu'il faudrait enfin que la politique cesse d'être aux mains des techniciens. Là, il faut arrêter quand même. Il faut des compétences techniques extrêmement difficiles. Enfin, on ne peut pas faire ça en amateur. C'est comme dans n'importe quel métier. Enfin, pas d'amateurisme. Enfin, comme quelqu'un qui voudrait se lancer dans la peinture, s'il n'a pas assimilé les techniques et l'histoire de tous les grands peintres, il fera de la décoration d'intérieur dans les toilettes des gares. C'est tout ce qu'il fera, et en sommet de carrière en plus. Donc voici quelques idées pour alimenter votre réflexion. Et je crois qu'il vous reviendra ensuite à vous de penser, d'agir et peut-être de construire, mais en profondeur. Je crois que le piège de l'action politique pour votre génération, ce serait de vous jeter dans une action finalement de militance à niveau gentil. C'est bien, il faut toujours commencer. Mais ça, je mets mon compteur tout de suite, dans 4 ans, vous avez arrêté. Parce que vous avez déménagé, parce que vous êtes marié, parce que vous avez un boulot, c'est fini. Donc, c'était pas la peine. Y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment faire les choses sérieusement? Je crois que c'est la vraie question, car il y a des gens qui font ça sérieusement. D'abord, ils embrassent des types de métiers qui ressemblent, enfin, oui, qui ont déjà un profil un peu de carrière politique, ce sont des études souvent difficiles, où il faut se battre un peu. Il y a plusieurs voies, d'ailleurs. On voit des agrégés de lettres, c'est quand même assez stupéfiant, devenir des grands politiques. Donc, oui, c'est pas forcément... Mais quand même, ce sont des gens qui se sont battus, qui ont acquis un certain niveau, qui ensuite passent d'un concours à l'autre avec une assez stupéfiante aisance. On peut dire qu'ils sont tous nuls, un peu comme quand on dit de l'Académie française, aujourd'hui, c'est tous des nuls, d'accord? Quand vous regardez leur pédigré sur Internet, vous dites, ah ouais, quand même. Oui, il y a une bonne liste d'œuvres, d'études. Bon, ils sont médaillés, enfin, à toutes les époques, on a médaillé les fâcheux, mais enfin, tout de même. Non, ce ne sont pas des nuls, c'est pas vrai, en plus. Donc attention à la caricature. Mais enfin, il vous reviendra, si vous avez à le faire, tant mieux si vous avez à le faire, de le faire. Mais alors, pour le faire, il faudra le faire à un certain niveau, sinon, en fait, vous ne le ferez plus. Vous arrêterez. Un peu, vous voyez, comme c'est à votre âge qu'on peut se poser la question, ou déjà l'avoir résolue, du piano ou du violon dont parlait le frère Mariano. Supposons que vous avez appris le piano, le violon, depuis votre enfance. C'est maintenant que vous êtes en train de vous dire, je continue vraiment ou je décroche? Parce que vos études, sauf si vous faites du conservatoire, en quel cas, là, vous avez enclenché,
c'est en train de devenir un violon dingue. Ça, c'est le petit morceau que vous allez jouer pour votre grand-mère à Noël, parce qu'elle vous le demande à chaque fois. Et puis ça va se rouiller. Et puis vous jouerez la lettre à Élise jusqu'à 97 ans. Vous voyez, ça va être le petit hobby, ce sera gentil. Mais il y a un moment où vous aurez fait le choix finalement de faire autre chose. Sinon, si c'est du piano ou du violon, c'est très facile, c'est 8 heures par jour. Donc c'est un métier, donc c'est un emploi, c'est un agenda, et c'est une virtuosité. Là, il y a des choix de fond, parce que quand on fait un choix, on exclut les autres. Et si vous faites le choix de la politique, vous exclurez les autres. Si vous n'excluez pas les autres, alors vous ne ferez pas de politique. Il faut quand même oser se le dire. Je n'irai pas plus loin, voyez, que de vous renvoyer en quelque sorte à vos propres choix. Si un jour un prêtre allait plus loin, c'est-à-dire se voulait très prescriptif sur ce qu'il faut faire, aller dans telle partie pour telle personne, choisir tel truc, je dirais faites attention, soyez très prudents. D'abord, au nom de sa compétence, je crois qu'il va trop loin. Il outrepasse son autorité de prêtre et souvent ses compétences personnelles. C'est-à-dire que c'est un simple citoyen qui parle à un autre citoyen, mais au nom de son autorité spirituelle, il y a un glissement. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. On n'est plus du temps de Don Camillo, et Don Camillo est un personnage de fiction. Un merveilleux personnage, mais un personnage de fiction. Donc, bon. Alors, essayons maintenant de creuser le sujet qui m'a été proposé. Première idée, comment bien voter en votant? C'est l'acte civique de tout citoyen. Et je crois que de ce point de vue, on est tous à la même enseigne. On ne néglige pas de s'inscrire ou de faire une procuration. Je crois que qui néglige de voter vraiment par légèreté perd son droit moral ensuite à commenter toute la soirée l'actualité politique. Enfin, il y a une sorte de manque de cohérence, sur fond de flemme, qu'on surcompense par un discours justificatif. C'est pas bien. Ça n'est pas bien parce que, quoi qu'on en dise, pouvoir en être là, pouvoir voter dans des conditions finalement assez saines, c'est un progrès. Je crois que d'abord, sauf qu'à limite extrême et finalement très périphérique, il n'y a pas des gens pour modifier les enveloppes dans la caisse, chez nous. Et je crois par ailleurs que plus personne ne supporterait, dans la vie politique de notre pays, plus personne ne supporterait, pour de vrai, de n'avoir aucune voix au chapitre, donc d'avoir tout délégué à un corps politique, quel qu'il soit. Je crois que plus personne ne le supporterait. On dit, oui, mais je vais revenir sur la question des régimes, il faudrait tel régime qui s'occupe de tout. En fait, on ne supporterait pas. C'est du mythe. Ne gâchons pas cette liberté. Elle est la nôtre, on est habitué, on est né dedans, on la voit mal employée. Mais le jour où on la perdra, comme dans certains pays, ils ne l'ont pas, ou peut-être l'ont perdue, on chantera une autre chanson. Deuxièmement, notre régime politique est bien conçu. Là aussi, je crois, refusons de vivre dans le mythe, celui d'un meilleur régime. Alors, j'appelle un meilleur régime parce qu'il peut l'être de deux façons, l'expression est ambiguë, ou bien un meilleur régime, c'est-à-dire un autre régime. Et par exemple, dans l'esprit de certains catholiques, un régime plus sacral. Mais je crains que même dans ce cas-là, personne ne le supporterait à froid, comme ça. Parce que c'est une autre manière de faire les choses. Ce serait en fait une oligarchie. Une monarchie, c'est une oligarchie. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite part de la société qui concentre tous les pouvoirs et les autres n'en ont aucune. Qui supporterait d'être dépossédé de toute voix au chapitre? Ou alors, c'est qu'en fait, on se pense spontanément appartenir à l'oligarchie qui serait alors au pouvoir. Alors, on ne pense qu'à soi, on ne pense pas aux autres, là. Donc, personne ne supporterait, vous voyez, la réduction, je pense, de la prise de responsabilité, sauf si, en fait, il a déjà préconçu qu'il en recevrait tous les privilèges. Là, il risque d'y avoir un débat sur la justice de sa manière d'entrer dans le problème. Donc, ou bien on rêve à un autre régime. En plus, à supposer qu'il s'agisse d'une monarchie à la française, ça suppose un certain nombre de choses. Pour autant que la monarchie française se soit couverte, plus ou moins sincèrement, de son identité chrétienne, ça suppose un peuple chrétien, ou bienveillant, avec 4% de pratiquants en France, 2% à Bordeaux, il faut quand même arrêter, quoi. C'est ce qu'avait répondu un préfet dans la région de l'Ouest, je ne sais plus très bien, à des dames catéchistes en quantité qui étaient venues le voir pour sauver le mercredi matin ou le mercredi après-midi, je ne sais plus très bien, pour les catéchismes. Il a dit, moi je suis d'accord avec vous, hein. D'ailleurs ma femme surtout, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème, mais vous êtes 2% de mon électorat, je ne peux rien pour vous. 2% de mon électorat. Je ne vais pas me mettre à dos 98%, c'est tout. Faites pas le poids, question de masse critique, il y a une question de masse. Au lendemain de mai 68, un tiers des Français va à la messe tous les dimanches. Ça reste énorme quand même.
Et aujourd'hui, on est à 4%. Il ne faut pas rêver. En outre, sur le caractère chrétien, non, une monarchie, comme disait un jour un historien, c'est toujours une bande de brigands qui prend le pouvoir au départ. Et qui, à 3-4 familles, s'arroge le pouvoir et le redistribue à ses copains. Et ensuite, on sacralise. Bon, on épure, on christianise. Bon, on dit que c'est Dieu qui l'a fait. Comme ça permet de rester bien assis. Mais la monarchie chrétienne française a été chrétienne plus dans les mots parfois que dans la réalité. Parce qu'à qui on pense? On pense à Saint-Louis, mais c'est tout. On ne pense pas aux autres. Vous pensez à Louis XI quand vous pensez monarchie chrétienne? Non? Eh bien, vous avez tort, je vais en reparler. C'est un très grand roi. Eh c'est marrant, vous rigolez. Vous ne pensez pas à lui. Vous pensez à Louis XIII? Non, pas trop. Vous pensez à Louis XVI? Oui, vaguement martyr, mais enfin, il n'a quand même pas été à la hauteur. Vous pensez à Philippe le Bel? Non. À quoi on pense? On n'a que Saint-Louis, d'ailleurs, c'est à peu près le seul roi dont on ait lu une biographie de 15 pages. Bon. Donc, en fait, c'est sur un fond d'ignorance crasse. Et pourtant, il y en a eu des grands qui n'étaient pas des saints, mais qui ont été des grands. Mais ce n'est pas eux qu'on pense. C'est rigolo quand même. Hein, alors qu'il y en a eu quand même des quantités. Bon. En outre, on n'a pas toujours eu de beau rôle. Hein. Enfin, quand même, ça a commencé avec François Ier. Dès qu'il s'est agi de faire des alliances politiques avec le Grand Turc, c'est-à-dire de dresser un couteau dans le dos de l'Autriche catholique, la France a toujours été au premier rang. Parce que ça permettait de desserrer la mâchoire des Habsbourg entre l'Espagne et l'Autriche. Donc avoir le Grand Turc qui assiège Vienne, ça soulage la France. On a toujours joué cette carte-là. C'est pas très glorieux. Hein. La fameuse bataille de Lépante, sous Saint Pie V, pape dominicain, on fait prier le rosaire à toute l'Europe, à toutes les fraternités. La chrétienté se ligue contre le Turc, etc. Et on gagne à cause du rosaire. La France était du côté des Turcs. N'oublions pas, au nom du roi, elle était du côté des Turcs. Ça n'a pas changé. Il y a une cohérence profonde. Donc, c'est pour vous dire, ça a été la politique de Richelieu, hein, s'allier avec les protestants contre les Habsbourg aussi. Et on lit ça au réfectoire en ce moment à propos des mouvements spirituels, ça avait profondément choqué les grands mystiques de son époque, hein, autour de Saint-Vincent de Paul, tout ça, qui étaient scandalisés de voir un Premier ministre cardinal s'allier avec les protestants contre les monarchies catholiques. La France, c'est ça aussi, dans le cadre de sa monarchie. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une question de régime. C'est ce que les hommes qui sont dedans en font. Bon. Donc, ou bien on rêve à un autre régime, mais c'est un régime reconstitué. La figure de Saint-Louis est devenue emblématique de la monarchie française sous Louis XVIII. Lorsqu'on a tout reconstruit, vous voyez, sous la Restauration, on essaie de tout reconstruire après un siècle de voltairianisme, où l'aristocratie et la famille royale elle-même étaient ultra-voltairianisées. Louis XVIII, il ne croit à rien, il n'y a personne. Enfin, bon, ça va se reconstruire après, mais il faut reconstruire un mythe. Et donc, on sort Saint-Louis. Bon, Henri IV, à la limite, Louis XIII, Louis XIV, on ne peut plus trop parce qu'ils ont été testés, on remonte plus loin, donc Henri IV, ça marche à peu près, et surtout, on sort Louis de son coffre. Et là, ça marche. Mais c'est un côté 19e siècle. Je ne dis pas qu'on l'avait un peu oublié avant, mais enfin, c'est une relecture. On reconstitue le mythe. Donc, jusqu'à quel point ceux qui l'ont relancé y croyaient? Sous Louis XVIII, là aussi, c'était européen, hein, le congrès de Vienne, enfin, qui, à la chute de Napoléon, redistribue les frontières, se réunit. Et vous savez, c'est ce qu'on appelait la Sainte-Alliance. Donc tous les pays ligués contre la France se sont appelés la Sainte-Alliance. Donc il y a un moment, il y a la signature du traité. J'aime beaucoup cette scène, elle est horrible d'une certaine manière. Donc il y a Wellington qui représente l'Angleterre, il y a le tsar, Alexandre, il y a le roi de Prusse, ou alors ce sont les ambassadeurs, je ne sais plus, donc Metternich pour l'Autriche, tout ça. Et Sainte-Alliance, donc comme ce sont des catholiques, des anglicans, des protestants et des orthodoxes avec les Russes, ils ne sont pas d'accord sur tout. Ils veulent enfin revenir au christianisme, ils ne sont pas d'accord sur tout, et surtout à cette époque. Donc ils ont fait un prologue sur la Trinité. En gros, la Trinité, ça ne mange pas de pain, tout le monde est à peu près d'accord dessus. Donc un superbe prologue bien écrit sur la Trinité, comme acte politique. Et Wellington, avec son petit air anglais, leur dit, bon, écoutez, n'en faites pas trop, aucun d'entre nous n'y croit. Donc, allons-y mollo quand même. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de régime, c'est la façon pour les hommes de les habiter. Alors il y a un autre sens d'un meilleur régime, le même en mieux, un meilleur régime, un meilleur état du régime. Considérons le nôtre. Il est possible d'imaginer des débats politiques de meilleure qualité. Ça oui. Encore que finalement, et malgré le caractère extrêmement grinçant, violent et assez bas de gamme de ce à quoi nous assistons, je trouve pour ma part que les débats sont infiniment moins langue de bois qu'il y a seulement 10 ans. Époque Chirac par exemple. C'était à mourir d'ennui les débats politiques. C'était que des trucs techniques sur tel pourcentage. Il n'y avait strictement rien d'autre. Aujourd'hui, avec les débats sur le religieux et autre chose, il y a des débats de société de fond. Je ne dis pas qu'ils sont bien traités, je dis qu'on en parle. C'est un peu moins langue de bois. N'ayons pas la mémoire courte. Donc, on peut imaginer des débats politiques de meilleure qualité. Il me semble, on n'est pas dans le nécessaire, et je ne suis qu'un prêtre, c'est contestable. Il me semble difficile d'imaginer pour nous Français un régime qui nous soit mieux adapté. J'essaie
de manifester. Première idée. Qu'est-ce que nous avons depuis 1958? La Ve République, donc une république de type monarchique, configurée par et pour le général de Gaulle, qui savait très bien ce qu'il faisait pour sortir de la 4e, qui était complètement déliquescente parce que parlementaire, mais qui a réussi à réunir les deux éléments du tempérament français liés à son histoire, à la fois républicain et monarchique, c'est-à-dire une république, mais avec un pouvoir fort donné au président. À la différence d'autres pays, vous voyez, en Allemagne, sans doute pour éviter certains mauvais souvenirs, le président de la République, il fait les carreaux, quoi. Enfin, on parle comme Madame Merkel. Vous connaissez le nom du président allemand? Moi, non. Il y en a peut-être un qui le connaît, enfin, on ne sait pas qui c'est, quoi. Il n'a pas d'intérêt. Enfin, vous voyez, et pourtant, c'est lui le président. C'est une autre manière de voir les choses. Alors, beaucoup de gens protestent contre, c'est ma deuxième idée, le côté centralisé de la France. Mais la France est centralisée depuis toujours. C'est pas la République qui l'a centralisée. Oui, mais l'esprit jacobin l'a centralisée. Mais ça a commencé avant. C'est justement Louis XI qui a puissamment contribué à centraliser la France, avec les routes, les postes, le gouvernement. Enfin, il a fait énormément de choses. La France est un pays centralisé. C'est comme ça et on ne le changera jamais. C'est à Paris que se décide le découpage des régions. C'est pas dans les régions. C'est comme ça. Il y a d'autres traditions. En Suisse, en Allemagne, en Italie, par exemple, ne sont pas des pays centralisés. Ils ont des fortes traditions régionales. Alors, ça porte des noms différents, il y a des régimes différents. Ils fonctionnent de manière très différente. Un Suisse ne s'appelle jamais « je suis suisse », sauf s'il est à l'étranger. Il dit « je suis du Valais », puis avec une fierté. Le mec qui est de l'autre côté de la petite colline, qui fait 25 mètres 50 de différence, il est d'un autre canton, mais c'est deux univers, enfin, de leur point de vue. Pour nous, quand on les voit de loin, on ne voit pas très bien. Enfin, donc, c'est au-delà de ce qu'on pourrait appeler le chauvinisme régional chez nous. C'est vraiment complètement décentralisé. Nous sommes un pays centralisé. Ne rêvons pas à des oligarchies locales, à des régions autonomes. Là aussi, il y a beaucoup de mythes qui circulent. Ce n'est pas l'histoire française. Alors, c'est bien qu'il y ait des régions et des instances intermédiaires, c'est pas ce que je veux dire. Mais ne rêvons pas à un régime qui serait en lui-même décentralisé. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Ça ne marcherait pas. Et en fait, on le sait très bien. Et je crois que c'est insincère, ce genre de truc. Parce que ceux-là même qui le prônent vivent tous à Paris. Enfin, moi, je croirais quelqu'un qui brigue la décentralisation culturelle, politique, intellectuelle, professionnelle, que sais-je, le jour où il partira, je ne dis pas en banlieue, je dis dans une petite ville de province. Parce que ce jour-là, il perd le pouvoir médiatique. Plus personne ne s'intéressera à lui. Celui-là, je crois à sa sincérité de décentralisation. Sinon, je ne le crois pas. Et croyez-moi, ça concerne du monde dans toutes ces instances culturelles. De même que quelqu'un un jour disait, en France, on fonctionne comme ça, il y a toujours eu une religion et une seule. Religion catholique ou religion laïcarde, mais il n'y en a qu'une. On a changé le tableau, mais c'est le même cadre. Il y a droit qu'à une religion à la fois. Aujourd'hui, c'est la laïcité. Donc le reste sera poussé dans les combles. C'est le tempérament français. C'est pour le meilleur et pour le pire. Avec le côté idéologique, à chaque fois, plein pot, en quelque sorte. Mais on est comme ça, il faut en tenir compte. Un politique doit toujours tenir compte des gens à qui il parle. Il peut le déplorer, mais on ne nous changera pas. C'est comme ça. Moi, je ne me plains pas que la France soit un pays centralisé. On en profite tous, en fait. Enfin, et je crois que ça c'est important, faut quand même, non pas enfin, il faut se le dire, le régime qui est l'autre n'est pas en lui-même corrompu. Et croyez-moi, il y a des pays où les régimes sont corrompus. Et ça a une toute autre allure. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir telle ou telle personnalité politique dont on découvre qu'ils ont mis la main dans la caisse. En ce moment, c'est plutôt les histoires d'argent qui ont un certain succès. À des époques, c'était plutôt des histoires de petites culottes. Mais maintenant qu'en matière de petites culottes, tout est permis, il devient difficile de dénoncer parce qu'on ne peut pas dénoncer d'un côté ce pourquoi on a voté de l'autre. C'est pour ça qu'il y a certaines accusations sur, disons, la configuration des mœurs de telle personnalité politique qui n'aura pas de succès. On a voté la loi, donc on ne peut plus s'en moquer. C'est ce qui empêche, à mon avis, pas mal de nos candidats d'être accusés de ces choses-là. Passons. Il y a des bruits. Donc c'est plutôt la caisse en ce moment. Donc effectivement, il y a des hommes politiques qui mettent la main dans la caisse. Tant mieux, enfin moi je dis, très bien, qui casse, paye, il faut qu'ils rentrent jusqu'au dernier centime, c'est très bien. Moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment des gens qui savent que toute leur vie, ils seront en représentation publique et que tout leur sera fouillé, jusqu'à la gomme qu'ils ont volée à l'épicerie quand ils étaient en classe de CM2, on ira chercher ça, si on n'a vraiment rien trouvé d'autre, voyez, enfin, comment peuvent-ils se permettre de piquer dans la caisse de manière aussi hontée? Je ne parle même pas au plan moral. Je parle au plan de la simple habileté technique. On ne le fait pas, sinon ça veut dire un jour je le paierai au centuple. Enfin, je ne comprends pas qu'il y ait une sorte d'imprudence à ce point. Quelqu'un me donnait une solution un jour en me disant, mais parce que, outre le fait que le goût du pouvoir multiplie l'avidité, et que ça joue sur les passions les plus basses, hein, le pouvoir, l'argent et le sexe vont ensemble. Et
multiplient mutuellement. Et on le voit chez des stars du cinéma, de la chanson, des hommes politiques, je ne sais pas quoi. Comme ils ont les trois, il y a un effet multiplicateur inimaginable. Vous remarquez d'ailleurs que sexe, pouvoir et argent sont exactement le contraire des trois vœux de religion, pauvreté, chasteté, obéissance, soit dit en passant. Bon, mais c'est parce que ça joue sur les trois passions les plus profondes et elles fonctionnent ensemble. Donc quelqu'un qui est connu, qui a du pouvoir, qui est le numéro un, même s'il est gros, moche, il aura un succès fou auprès des femmes. Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qu'elles lui trouvent? Mais il y a une explication. Ça a été étudié notamment par un sociologue italien extrêmement intéressant qui était parti, lui, ancien marxiste, de pourquoi il y a tant de minettes qui tombent amoureuses, mais par centaines de milliers, des chanteurs de rock. Il était parti de cette analyse sociologique. Parce qu'ils sont le numéro un. Ils sont désignés par la communauté comme le numéro un, donc le plus désirable. Puisque toutes les autres filles sont amoureuses de lui, je dois être amoureuse de lui et si possible le décrocher. Et de fil en aiguille, il en est venu à examiner toutes ces situations sociales où, en fait, et ça vaut donc pour les hommes politiques, et ils sont moches, ils sont gros, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils ont les plus belles femmes à leur réception. Pourquoi? Parce que comme des papillons dans les abat-jours, les plus puissants et les plus riches attirent les plus belles. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et ça marche à tous les coups. Bon, c'est comme ça. Mais enfin, c'est quand même... Donc il y a des petites corruptions comme ça. On rigole bien quand ils tombent, mais ce sont des petites corruptions. C'est déplorable pour la vertu publique. Mais j'allais dire, ça ne corrompt pas un régime, sauf si vraiment tout le monde s'y mettait. Ça reste des actions ponctuelles, et d'ailleurs, aujourd'hui dénoncées avec la dernière virulence, assez moralisante d'ailleurs, jusqu'à l'hypocrisie collective quand même. Mazarin, cardinal qui n'était pas prêtre, qui a peut-être épousé la reine de France, on ne sait pas très bien, il a piqué dans la caisse, mais la moitié de la fortune de France. Alors lui, c'était pas quelques centaines de milliers, enfin, c'était l'équivalent du tiers du produit national. Enfin, on n'a pas idée. Bon. En tableau, en tout. Vous savez, c'est une semaine avant sa mort, il visite son musée. Quand je pense que je vais devoir quitter tout cela. Les tableaux, le reste, il s'en fichait complètement. Ben, n'empêche que la France a été rarement aussi bien gouvernée que sous Mazarin. C'est Alexandre Dumas qui en a fait un personnage méchant pour glorifier Richelieu. C'était un très grand ministre. On ne pense pas à lui quand on pense à la monarchie française. On a tort. Un très grand monsieur. Un corrompu. Talleyrand, un grand corrompu. Le jour où il devient vice-électeur de l'Empire, Fouché dit à son voisin, « Ah, ben c'est vraiment le seul vice qu'il n'avait pas. » Bon, corrompu jusqu'à l'os, un très grand ministre, il a sauvé la France, elle aurait dû être coupée en trois, congrès de Vienne, on aurait trois morceaux de France aujourd'hui. Un grand monsieur, je ne dis pas, la politique doit se fonder sur la morale, et donc une politique qui ne s'y fonde pas corrompt quelque chose de la politique. N'empêche, la corruption de certains personnages ne doit pas hypocritement nous faire croire que les régimes sont pourris. Il y a quand même des grandeurs qui, par des éclats assombris, peuvent percer quand même. J'aime beaucoup l'anecdote de Talleyrand. Vous savez qu'il avait un pied beau, dont il souffrait beaucoup. C'est une maladie génétique, on le sait aujourd'hui, donc une maladie familiale, probablement due à des consanguinités excessives. Mais à l'époque, on ne savait pas l'histoire de génétique, même s'il avait un oncle qui l'avait aussi. Donc il a fait croire que sa nourrice l'avait laissé tomber de la table quand il était bébé et qu'il était accidenté. Si vous avez regardé le merveilleux film Le Souper, c'est ce qu'il raconte à Fouché. Claude Rich à Claude Brasseur. Mais donc il avait ce pied beau, donc il boitait, donc il avait une canne, donc il marchait assez lentement. Et au congrès de Vienne où il arrive, il n'est pas invité. La France est une puissance vaincue, il n'est pas invité dans une immense salle, et donc il y a l'Autrichien, le Russe, le Prussien et l'Anglais qui sont en train de causer. Il entre, et on entend son pas claudiquant avec le bruit de la canne sur le marbre. À cette époque, tout le monde parle français, tout le monde est bien élevé, et on se lève. Et il arrive, lentement. Lentement, puis on ne sait pas ce qu'il est venu faire là. Puis lui, très grand seigneur, distribue les places. Je vous en prie, asseyez-vous. Et il a présidé la séance. Et tout commence. Et il a sauvé la France comme ça. Et en sortant de la salle, il a dit à quelqu'un qui l'a rapporté, je ne sais plus, je savais bien qu'un jour, désignant sa jambe, elle me servirait à quelque chose. Ça, c'est le génie français aussi, d'un homme qui n'était pas reluisant. C'est un type génial. Donc, n'ayons pas trop le nez contre la vitre sur des scandales, que nous oublions d'ailleurs. Le scandale d'il y a 5 ans, vous vous souvenez, c'est même plus le nom du type. Moi non plus, on s'en contrefiche. Le régime, lui, ne l'est pas. Il y a des régimes qui le sont. Ça veut dire, et dans certains pays, vous allez à la poste mettre une lettre, si vous ne payez pas le postier, bakchif, elle n'arrivera jamais. Elle n'arrivera jamais. Et c'est le postier, mais c'est tous ceux qui sont au-dessus, c'est tous les autres. Le régime est corrompu. On fait passer tous les membres de sa famille, on les igouille quand ils ne sont pas contents. Enfin, ça, ce sont des régimes corrompus, il n'y a rien à en attendre. C'est le désespoir. Nous, on a un régime sain, sous le rapport du régime. N'oublions pas ça, on vit dedans, on est des gosses de riches. Ça pourrait ne pas être le cas. Bon, après tout, si vous rêvez à une monarchie catholique, où la religion catholique soit religion d'État, il y en a une très proche de nous,
Laquelle? Non, plus proche. Non, ni la Belgique ni l'Espagne. Monaco. Monaco est une monarchie où la religion catholique est religion d'État. Le rayonnement spirituel et mystique de Monaco, vous pouvez m'en parler? Jamais personne ne m'en a parlé. Très bien. La question du meilleur régime politique se subdivise en trois, me semble-t-il. D'abord comme tel, donc quel type de meilleur régime? Sachez que saint Thomas d'Aquin, si vous ne le savez pas, lui, il plaide pour un régime mixte. Un mixte, il n'appelait pas ça mixte, mais où il y aurait un mélange des trois qualités des trois régimes principaux. Donc, une monarchie avec une oligarchie, donc on pourrait dire une monarchie représentative, et une part de démocratie. Les savants disent ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la monarchie de Louis-Philippe, en gros. C'est une monarchie extrêmement tempérée, finalement une sorte de 5e république avec une couronne. Donc, après tout, la royauté absolue, c'est déjà une grave dérive de la royauté française. Donc comme tel, peut-être qu'un peu de tout, c'est bien pour tout le monde. Et encore une fois, ceux qui perdraient leur voix au chapitre passeraient leur vie à le pleurer. Mais aussi, le meilleur régime politique, c'est un régime possible. C'est-à-dire à tel moment, à tel endroit, avec telle société. Imaginez-vous, aujourd'hui, un autre régime porté et supporté par les Français. Parce qu'il ne s'agit pas de le mettre en place. Dès le lendemain, il y a des barricades. Il faut assumer après. Hein. La vertu du politique, c'est l'anticipation. Il y a toujours 2 coups d'avance. Le politique nul, celui qui ne fait que suivre. Le vrai politique, celui qui a 2 coups d'avance. Donc il sait ce qui va se passer. Or, la politique, c'est le mariage du nécessaire et du possible. Le nécessaire, cette fois-ci, au sens ordinaire du terme, ce qu'il faudrait faire pour que ce soit bien. Le mariage du nécessaire et du possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, tout simplement. Je crois que notre régime est bon. Il suffit de s'en servir en vue du bien, ou de le servir en vue du bien, d'un bien véritable. Vous savez, je crois que plus profondément, ce n'est pas la structure qui change la société, c'est la société qui change la structure. Il y en a qui rêvent de changer de structure pour pouvoir changer les populations, les mentalités, la société. Ça, je crois que c'est une illusion complète. Parce que la structure, d'abord, elle n'existe jamais sans des gens pour la promouvoir. Donc, concrètement, il y aura donc une portion de la société qui, déjà, la promulguera. Mais la structure, à quoi on pense? Ou bien au mode de gouvernement, ou bien une structure morale. C'est pas sérieux, on n'impose jamais un comportement moral à des gens qui n'ont pas pris sur eux de le vivre ainsi. Ça ne marche pas. Regardez déjà entre nous, où rien ne nous est imposé, mais on sait ce qu'on devrait vivre. On le vit comme on peut, on est des pêcheurs, et comme on peut. Enfin, il ne faut pas y regarder trop près non plus. Donc, est-ce qu'on peut l'imposer à des gens qui n'en veulent pas, qui ne savent pas pourquoi, qui ne comprendront pas pourquoi? Ça ne marche pas, c'est tout. Et du coup, ils ne sont pas contents, ils se révoltent, et on s'en prend pour 3 siècles avec la nomination au fer rouge du régime qu'il a imposé. Et ça veut dire une mémoire brouillée pour 3 siècles. Il faut y avoir pensé. Il ne faut pas avoir la tête près du bonnet, je crois. Donc, ce n'est pas une structure, en quelque sorte, imposée comme une coquille vide qui engendrera par elle-même, qui rectifiera par elle-même des comportements. Surtout s'il s'agit de passer, sur certains points, du mal au bien. Ça, quand on prend les gens en repose-poil, ce n'est pas en leur imposant qu'ils le feront. Ou alors on leur impose pendant 2 mois, et pendant 3 siècles, ils vous le font payer. Il faut calculer sur la durée totale, ou le bénéfice, ou la perte. Je crois que le rêve d'une société qui changerait d'abord la structure en vue de changer les mentalités est un rêve de miracle. Et donc 2 fois sans consistance, parce que rêve et parce que s'appuyant sur l'idée de miracle. La politique est l'art du réel et donc l'art du possible. Et je crois, de ce point de vue, que le paramètre qui consisterait à dire Dieu va nous assister, c'est-à-dire intervenir directement pour que quelque chose se passe, ce n'est pas de la religion catholique, ça c'est de la religion païenne. Païenne. À l'ancienne, c'est la religion des Romains, des Grecs, de ce qui vous voudrez, passée dans le christianisme. Dieu n'intervient jamais dans l'organisation du politique. C'est une œuvre humaine. Nous n'avons pas arrivé à une religion civile. Saint Augustin a dénoncé, Saint Thomas a dénoncé le rêve d'une religion civile, c'est-à-dire au fond une religion américaine. Finalement, on parle de Dieu tout le temps en jurant sur la Bible. Enfin, c'est un Dieu complètement déchristianisé. C'est une religion civile. C'est limite. Ça marche pour eux, mais pour nous, ce serait catastrophique si on avait ça. Car ce serait un Dieu théiste, ce serait un Dieu déchristianisé. Donc prétexte à beaucoup de choses pas toujours avouables. Une religion civile, c'est-à-dire c'est la religion du corps politique qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la société que ce Dieu reflète, et il finit par être configuré par la société elle-même. On finit par se faire le Dieu dont on a besoin dans une société. Ça, c'est ça la religion civile. Mais notre religion chrétienne, elle n'est pas d'abord issue d'un régime politique. Attention, parce que sinon, on va avoir effectivement un Dieu avec nous sur la ceinture du soldat allemand.
On aura ça à la française, ça a déjà eu lieu. Vous savez, quand deux pays, on l'a vu malheureusement dans nos pays chrétiens, parce qu'il y a eu une bataille indécise, donc chacun se proclame vainqueur, et fait chanter un Te Deum dans sa cathédrale respective, quand on y pense. Donc en remerciant Dieu directement, par un Te Deum, de la victoire, mais mon Dieu, mais ça a dû puissamment œuvrer à la déchristianisation des trucs pareils, comme instrumentalisation du divin. Ça, c'est de la religion civile, en plus pour des guerres, je ne sais pas qui avait raison, qui avait tort, enfin, lorsque des pays chrétiens s'entrebouffent, pour se manger un département, il y a vraiment quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Ce sont des appétits humains qui se couvrent de Dieu pour se cacher, quand on y pense. Ça, c'est maintenant, les frontières se sont stabilisées, vous voyez, ce n'était pas la peine de faire tant de cinéma. Donc, c'est une récupération du Dieu chrétien et souvent catholique, ou protestant, enfin, à l'époque, tout le monde avait le même Dieu, pour des choses, finalement, pas très saines. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui donnait la victoire? C'était le discours. Je crois que c'était un discours mensonger, y compris dans la bouche du clergé. C'est de la religion païenne. Le même discours existe chez les Romains, avec les mêmes éléments de langage, les mêmes phrases. Jamais dans l'Évangile, le Seigneur ne parle en ces termes, ni ne thématise sur ces choses-là. Je crois que c'est la religion païenne. Un peu, pour vous faire comprendre l'idée, même si ça peut vous étonner, on peut en discuter, mais un peu comme le réemploi que l'on fait, attention, c'était à la manière dont on vit la chose, le réemploi que l'on fait, je ne sais pas, des multiples protections divines sur... mettre son Saint-Christophe dans la bagnole. Génial, tout ce qui nous fait prier est de toute façon très bon. Sous le rapport où ça nous fait prier, c'est de toute façon excellent. Mais la protection divine ne nous a jamais été promise dans l'Évangile. Les Romains, que les dieux t'accompagnent pendant ton voyage en trirème. La protection terrestre contre la mort et la maladie ne nous a jamais été garantie par le Christ. C'est de la religion païenne. Alors, c'est bien de la christianiser, parce que si on ne la christianise pas, elle reste complètement païenne, donc ça fait des poches de païens. Bon. Mais concrètement, c'est pas ça la religion chrétienne. C'est de la religion païenne christianisée, un peu comme des lieux sourciers qui étaient consacrés à Jupiter. On a mis une église romane dessus, comme ça on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Malheureusement, on commence à en reparler aujourd'hui. Il y a 15 ans déjà, j'étais sac au dos en Auvergne, dans les sublimes petites abbayes d'Auvergne, vous savez, Saint-Nectaire, Issoire, tout ça, il y a un petit circuit, c'est magnifique. Et la dame guide, on causait. Et elle dit, mais vous savez, on fait très attention maintenant aux gens qui entrent. C'est que maintenant, en France, il y a plusieurs centaines de druides. Plusieurs centaines de druides, donc ils ont du public. Et donc, ils arrivent dans des lieux comme cela en disant, la parenthèse du christianisme est en train de se refermer, nous venons reprendre possession de nos lieux sourciers. À Chartres, et elle racontait, la cathédrale de Chartres, forêt des Carnutes, comme dans Astérix, vous savez, la réunion des druides, forêt des Carnutes, le combat des druides pour le meilleur druide. C'était effectivement, donc la forêt de Chartres était un lieu de druidisme. C'était pas des rigolos les druides, il y avait des sacrifices humains sur les dolmens, pour le coup, c'est pas Astérix. Et bien dans la forêt des Carnutes, donc, la cathédrale de Chartres, un jour, le guide de Chartres voit entrer 200 bonshommes. Bon, on se dit, c'est un pèlerinage diocésain de papilles, truc habituel. Pas du tout. Les gars, ils se sont dispersés dans toute la cathédrale, comme ça, autour des piliers, en faisant... C'était des druides. Ils venaient récupérer leur lieu païen, comme s'il y avait une sorte de sous-couche païenne qui avait subsisté sous une religion chrétienne on récupère. Alors c'est complètement reconstitué, c'est tous des 68ards, c'est d'anciens catholiques. C'est d'anciens catholiques qui ont prié le chapelet toute leur enfance. Mais c'est pour vous dire la mentalité. Je crois qu'il y a quelque chose de malheureusement juste, sous bien des réflexes qui ont l'air chrétiens, ce sont en fait des éléments de théologie païenne. Et je pense qu'en politique, ça joue aussi. Une intervention divine, directe dans la politique, ça c'est de la théologie païenne, ça n'a rien de chrétien. On va dire, mais il y a Jeanne d'Arc, c'est pas un exemple, c'est une exception. Et on n'argumente pas à partir d'un exemple exceptionnel, c'est-à-dire unique en nombre, très mystérieux, à déchiffrer en outre. Donc c'est pas un bon exemple. Pour le reste, on se dépatoue. Bien, la politique est l'art du réel. Maintenant, un autre point. Toutes les opinions sont-elles représentées aujourd'hui dans la vie politique? Toutes les opinions sont-elles représentées? Par les partis, par les chambres, etc. Oui et non. Oui, on va dire, mais non, enfin, vous avez vu ce qu'il y a? Oui, j'ai vu. Nous avons ce que nous méritons. Je crois que notre vie politique est une des photographies possibles du pays. Une photographie de la France. On s'étonne que, par exemple, les politiques soient des techniciens de haut niveau, d'accord, mais sans âme. Je suis le premier à le déplorer, ça manque d'entrailles quand même, souvent. D'une certaine manière, on a tous, Juppé, du point de vue de la génération, moi j'étais petit, c'est le dernier de ce qu'on a appelé dans les années 70 les jeunes giscardiens. Donc ces jeunes types très brillants qui entouraient Giscard, nouveau président en 74. Donc ces gars issus des 30 Glorieuses, jeunes énarques, brillantissimes, qui ont tous fait leurs études chez des jésuites et qui sont tous ultra-libéraux. Enfin, lui, c'est le dernier de cette génération-là, les grands techniciens sans âme, en quelque sorte. D'accord. Sommes-nous différents d'eux, nous qui nous plaignons? Après tout, on dit, dans leur métier, ils n'ont pas d'âme. C'est un métier public, donc on s'en rend compte. Mais les métiers que, mettons, vous avez choisis, ils ont une âme. Vous avez une âme, sans doute.
mais votre activité de métier, elle en a une? Est-ce que votre âme passe dans le métier? Est-ce que c'est possible? Pas toujours, en plus. Parfois même, c'est interdit. Mais concrètement, du coup, où est la différence alors, entre les politiques qu'on fustige, dont on sait que la plupart sont catholiques, même qu'il y a même des pratiquants parmi eux? Plus qu'on ne croit, enfin pas plus qu'on ne croit, mais il y en a un certain nombre. Enfin, un prêtre parisien qui a été pendant plusieurs années aumônier de l'Assemblée nationale dit pendant 5 ans, j'ai tenu tous les jours de la semaine ouvrable, donc du lundi au vendredi, à déjeuner avec un député. Tous les jours pendant 5 ans. J'en ai vu. Et ils sont très contents. Et il m'a dit, il y en a plein qui sont chrétiens en fait, mais ça ne passe jamais dans leur vie politique. Donc d'abord, quelle différence y a-t-il entre eux et vous, sinon l'âge? Posez-vous la question. Alors, non, nous ne sommes pas représentés. Nombre de catholiques estiment, non sans raison, n'être pas représentés dans la vie politique aujourd'hui, et ça commence à se dire. Ça, c'est la nouveauté. D'où plusieurs phénomènes récents. Par exemple, la surprise, pour tout le monde finalement, y compris pour les acteurs, de la réussite de la manif pour tous. Bon, ils ont été les premiers étourdis par leur propre succès. D'où peut-être le rêve de le voir déboucher en action politique. Très bien, mais, vous voyez, c'est non sans ambiguïté à cause, non pas à cause de la chose même, mais à cause de la minorité qu'ils représentent, y compris dans le monde catholique. Bon. Surprise aussi pour le corps politique. Un journaliste d'un grand quotidien français me disait, tu n'imagines pas, il me dit ça il y a 2 ans, tu n'imagines pas à quel point le corps politique, le gouvernement par exemple, que c'est lui qui a subi ça de plein fouet, a été tétanisé par ce qui s'est passé. Jamais il n'aurait pensé ça. En gros, un catholique c'est fait pour ramper, un catholique c'est fait pour être mort, un catholique c'est fait pour ne jamais parler. Et là, ils ont été tétanisés. C'est une rancœur qui n'a pu se déverser, ou au moins s'égaliser, je pense, que dans Nuit debout. Vous voyez, il y a des choses qui... Bon, c'est inimaginable. Un catholique, c'est pas fait pour avoir une personnalité. C'est fait pour se taire. C'est fait pour suivre. Bon, alors à quoi assiste-t-on aussi? À la montée d'une, on va dire, alors ça c'est l'emphase journalistique, mais qui malheureusement nous habite tous, d'une nouvelle génération de catholiques en politique. Bon, alors, nouvelle génération, le tsunami, c'est quand même 3 gouttes d'eau. Hein. Il y en a combien? On en connaît 3. Allez, 10, parce qu'on connaît le sous-secrétaire et la sous-préfète. À côté de chez nous, puis on en connaît 3 dans les journaux, ce sont les mêmes. La génération, pour moi, une génération, c'est un demi-million de personnes. Enfin, je sais pas, c'est... Quand on en connaît 3, enfin, ça fait 3 personnes. 3, c'est 3. Alors, ils représentent quelque chose et eux aussi soufflent quelque chose. Mais enfin, on aimerait que quantitativement, ce soit un peu plus corsé quand même. Hein. Aussi, le retour du refoulé. Et justement, à cause d'une parole qui s'est quand même relativement libérée, d'une action qui a eu un certain éclat, on assiste à un retour du refoulé, donc chez nombre de catholiques, le désir d'avoir, alors, non pas un parti catholique, parce qu'on sait qu'en France, ça ne marche jamais. Parti catholique. En Italie, ça a pu marcher, mais en France, ça n'a jamais vraiment marché. Mais au moins, un parti où les catholiques fassent entendre leur voix et soient représentés. Donc, vous voyez, ils pèsent leur poids. C'est soit qu'on assiste quand même. Alors, plusieurs questions se posent à cause de tout ça. C'est ça que je veux vous soumettre. Les catholiques, pour le coup, sont à la fois devenus quand même minoritaires, des catholiques en tout cas convaincus, et présents dans tous les partis. Hein. Partis, pas forcément parce qu'ils payent leur carte au parti, mais présents dans toutes les tendances, mettons. Je dis partis par simplification. Et donc, il y a des catholiques qui se disent vraiment catholiques dans tous les partis. Je dis tous, sans aucune exception. Il n'y a donc pas de vote catholique. Comme disait, venu pour enseigner nos jeunes frères il y a quelque temps, un jeune sociologue qui fait parler de lui, là, Yann Raison du Closiou, dit le problème chez les cathos, ça il m'a piqué mon idée, je sais pas, c'est que ce sont des planètes qui sont séparées par des cosmos et qui ne se ressemblent pas, mais que chacun est persuadé d'être au centre. Au centre, c'est-à-dire au centre névralgique d'où tout se décide, d'être au bon endroit. Et mais c'est dans toutes les tendances du catholicisme français, chacun a l'impression d'être dans le vrai noyau, ce qui n'est vrai d'aucun. Et ça, je crois que c'est assez juste quand même. Bon, il existe, me semble-t-il, ces temps-ci, une sorte de recrudescence d'un rêve catholique en politique, qui pourrait se décliner ainsi. Alors, il y a du moins bon et du moins mauvais. Le mythe du Rédempteur. Ça revient tout le temps. Le mythe de l'homme providentiel, celui qui va enfin nous sauver de tout. Et d'ailleurs, les journalistes qui n'aiment pas les catholiques jouent à fond sur cette carte-là pour s'en moquer. On représente, je ne sais plus dans quel canard, Fillon dans l'armure de Jeanne d'Arc. Ça ne lui va pas du tout. L'homme providentiel. Mais il n'y a qu'un seul sauveur, le Christ. Tout homme décevra. Ne mettez point votre foi dans les princes, ils ne peuvent sauver, dit le psaume. J'y pense à chaque fois qu'on le chante à l'office. Ne mettez point votre foi dans les princes, ils ne peuvent sauver. Ne mettez point votre foi dans les princes, ils ne peuvent sauver. C'est pas leur rôle, il n'y a qu'un seul sauveur, et donc un prince ne pourra que décevoir. Si on attend trop de lui, c'est avec une sorte de dimension mythique et mystique totalement disproportionnée. Il faut un homme qui a un certain charisme,
et un bon administrateur. C'est tout ce qu'on demande. Un peu comme ceux qui rêvent de l'armée comme d'un mythe. L'armée elle-même se charge de démythologiser assez systématiquement, notamment à Saint-Cyr, toute référence catholique. C'est un métier, vous êtes payé, vous avez un salaire. C'est technique. Il n'y a aucun mythe, pas de sacerdoce de remplacement. Ça, on vous l'explique bien. Hein, à tort ou à raison. Alors pour le sacerdoce de remplacement, ça je dis c'est très bien. Il y a des vocations, à mon avis, qui se sont fourvoyées. Mais passons. J'ai rien contre l'armée, mais voyez, il ne faut pas grossir artificiellement un mythe qui ne repose pas sur du réel. C'est ça que je veux dire. Donc attention, il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas donner. Ce n'est pas à eux de demander. Ce n'est pas à eux de donner cela. Ça n'est à aucun pouvoir politique de nous conduire au Christ. C'est à l'Église. Pourquoi? C'est très intéressant, je vais revenir dans ma conclusion. Pourquoi est-ce qu'on se met, comme par instinct, à demander au pouvoir politique qui par nature est humain, profane, naturel, laïque, de nous conduire au salut, plutôt qu'à l'Église, à laquelle d'ailleurs du coup on ne pense pas? Est-ce que ce ne serait pas nous qui, vous voyez, sous la revendication mystique d'une chrétienté, ne serions pas en train de déchristianiser profondément notre christianisme? On demande à une instance profane de s'occuper du spirituel. Donc on le demande à une instance qui n'est pas là pour ça, et on ne le demande pas à l'instance qui est là pour ça. On a tout perdu. C'est extrêmement intéressant. Bon, le mythe du Rédempteur. Je me souviens, en 86, c'était Balladur. Vous voyez qui est Balladur? Le grand bourgeois, avec son goitre de pélican. Le grand bourgeois, on en faisait une sorte de chevalier. Enfin, c'était comique, d'abord ça ne lui allait pas du tout. Vous voyez, enfin, bon, on se dit, mais c'est complètement déplacé. Là, je crois qu'il y a une sorte de naïveté des cathos. Ils veulent faire de la politique, mais ils sont souvent très naïfs. Il n'y a pas que, mais elle est spécifique chez eux. Du côté naïveté sur les intentions des politiques, et peut-être sur l'attachement des personnes politiques, enfin, leur attachement politique à leur propre lieu de profondeur. Ils peuvent être chrétiens, avoir un lieu de profondeur en eux, vous voyez, des convictions profondes. Je ne dis pas des valeurs, c'est le mot valeur, méfiez-vous-en, il est pourri, c'est un terme subjectiviste, et non pas objectif, comme on fait semblant de le croire. Défendre des valeurs, c'est au contraire les avoir désamorcées de leur objectivité. Parce qu'une valeur se dévalue et elle est perso. Pas se gourer de terme. Donc, mettons qu'ils aient un lieu de profondeur. Mais est-ce qu'ils tiennent tant que ça à le faire entrer dans leur vie politique et à le faire rayonner sur les autres? Pas tellement. D'abord, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont si attachés que ça à leur foi chrétienne. Vous savez, quand ils sont presque tous divorcés ou mariés, déjà ça crée un lieu de décrochement quand même. Quand on a renoncé à cette fidélité-là, les autres fidélités en prendront un coup. Et je suis convaincu pour ma part, sans pouvoir le prouver, que quand on a commencé par cette infidélité-là, qui est la première, la plus importante, d'autres suivront beaucoup plus facilement. Et là, on se met à entrer dans le corps politique. Bon. Mais même sans cette question-là, est-ce qu'ils sont configurés pour faire passer ce qu'ils auraient de foi ou de conviction profonde dans leur vie politique? À mon avis, ils n'ont pas été du tout préparés à ça. Mais pas du tout. Mais pas du tout. En plus, c'est une génération à laquelle ils appartiennent, où on a joué sur l'humanisme et le christianisme le plus muet possible. Donc ça ne leur va pas du tout. Ils sont très désarmés même par rapport à tout ça. D'ailleurs, ce sont des gens, mettons, ils ont entre 50 et 70 ans. Si vraiment ils avaient tenu à manifester leur foi, ils n'auraient pas attendu qu'on le leur demande. Ils l'auraient fait par eux-mêmes. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'estiment pas avoir à le faire dans ce cadre-là. Ou ils voient que ce n'est pas possible, mais ils ne jouent pas leur peau là-dessus. Quand on ne joue pas sa peau sur l'essentiel, c'est que ce n'est pas de la peau. Enfin, je ne sais pas comment dire. À droite comme à gauche, je crois que les hommes politiques, ou les femmes, à considérer qu'ils soient catholiques, ce qui est loin d'être le cas de tous, n'ont pas été habitués à faire dépendre leur carrière politique de leur foi personnelle. Ils n'ont pas été habitués à faire dépendre leur discours de leurs convictions. Ils n'ont pas été habitués à faire dépendre leur part de vérité du jeu de pouvoir et de la démagogie. Donc c'est là où il ne faut pas qu'on soit naïf. Enfin, il ne faut pas que tout d'un coup, il y en ait un qui se dise « Tiens, il y a une masse de catholiques qui se rapprochent de moi, je les prends, très bien, donc ils l'assument. » Enfin, c'est un jeu politique. Ça ne veut pas dire qu'il soit faux, ça ne veut pas dire qu'il soit insincère, c'est un jeu politique. C'est là où... Enfin, c'est pas parce qu'on a le souci politique qu'il faut être mauvais politique. Enfin, bon. C'est pas une hypocrisie, je crois. C'est plutôt un hiatus, une sorte de schizophrénie intellectuelle. Je suis pieux chez moi, je serai laïque dehors. C'est ce que les prêtres m'ont appris, c'est ce que Jean-Jacques Rousseau, c'est ce que Voltaire, c'est ce que tout le monde m'a appris. Vous voyez, pour leur génération. Ils sont façonnés par la laïcité. Le plus pratiquant d'entre eux, je crois que c'est François Bayrou, et de très loin, c'est lui qui avait le plus protesté contre la venue de Benoît XVI en France avec les drapeaux du Vatican sur les mairies. Ça avait été le plus laïcard, et c'est le plus pratiquant. Et probablement le plus sincère de tous. C'est hallucinant, mais non, c'est pas hallucinant. C'est ce qu'ils ont appris au collège, c'est ce qu'ils ont appris au lycée, c'est ce qu'ils ont appris à Sciences Po à leur époque, c'est ce qu'ils ont vécu dans l'église. Et vous êtes différents? Vous voyez, on peut toujours se reposer la question, et nous, est-ce qu'on est différents dans vos lieux professionnels? Vous allez sortir le drapeau du pape le jour où il vient? À cause des médias, enfin, oui, mais non, officiellement, ce ne sera pas possible. On est tous façonnés par ça. C'est pas possible. Donc, en quoi est-ce qu'on va être très différents d'eux? C'est une vraie question, quand même.
Pieux chez soi, laïque dehors, on est tous façonnés par ça, avec l'impossibilité de faire autrement. Sommes-nous différents des hommes politiques que nous vomissons? Alors le problème, c'est que la naïveté consiste alors à leur demander de porter tout ce que nous portons. On leur demande trop, vous voyez, la demande est très forte. Certains essaient d'assumer certaines choses en vérité, mais je crois qu'ils ne peuvent pas parvenir à rassembler un électorat fût-il catholique. Alors, la naïveté se mesure autant aux faux espoirs qu'aux déceptions. Il y a des gens qui se disent « Oh, j'ai été déçu par un tel, par un tel, par un tel. » Et pourquoi tous ces gens qui s'effondrent comme ça de mais enfin, on le savait, enfin, tout le monde savait. Enfin, je ne comprends pas. Les Français regardent la télé 3 heures par jour en moyenne. Ils sont donc surgavés d'informations, 10 fois plus, 100 fois plus que moi. Et ils tombent des nues à chaque fois, comme s'il y avait un curseur de connaissances qui se déplaçait au fur et à mesure, avec la perte totale de la mémoire. Enfin, tout se sait. Pourquoi être déçu? On sait que tel personnage politique célèbre a telle vie, et tout le monde le sait. Bon, un de nos jeunes frères qui avait fait Sciences Po disait quand il était étudiant, donc ça remonte à 5, 6, 7 ans, les gars qui étaient chargés de t'aider disaient « Bon, écoutez, mesdemoiselles, il est clair qu'il ne faut pas que vous vous trouviez un jour dans un bureau toute seule avec monsieur DSK. » Ça se disait, tout le monde le savait. Sauf que le jour où DSK tombe à New York, enchaîné comme ça, tout le personnel politique, on ne savait pas. Je revois encore la tête de telle ou telle personnalité politique, on ne savait pas. Enfin, mais tout le monde le savait. Enfin, c'est un jeu. Ils se tiennent les uns les autres. Moi, je dis rien sur tes culottes, toi, tu dis rien sur mon pognon. Et c'est un scandale contre un autre. C'est comme ça que ça marche. Ils ont tous un petit réservoir de 10 dossiers, et je te fais tomber, tu me fais tomber. Donc, on se calme. C'est comme ça. C'est pas très beau, mais c'est comme ça. Donc, pourquoi être déçu? J'allais dire, gauche et droite, au fond, réfléchissez bien, avec un peu de recul. Ils ont fait ce qu'ils avaient programmé. Alors, les programmes, c'est du pipeau, ça ne sert à rien. Mais, au fond, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. C'est une sorte de triangle entre libéralisme, social-démocratie et loi morale évolutive. On y est. Grosso modo, tout ce que la gauche n'arrive pas à faire, la droite le fera au coup suivant, et réciproquement. C'est à peu près les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau depuis 50 ans, je crois. Et de ce point de vue, les catholiques n'ont pas le droit d'être déçus, surpris, comme s'ils découvraient le monde en ouvrant une porte, quoi. Il ne faut pas tomber de la lune. Donc de ce point de vue, il faut assumer un peu, en étant un peu plus, je sais pas, adulte, vous voyez, enfin un peu plus viril. Pas pour être cynique, ça, ce serait le danger de l'amertume. On sait tout ça. Voilà, enfin, un peu. Maintenant, il peut y avoir des effets de surprise, mais enfin là, comme tout est médiatisé maintenant, qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des scandales de mœurs. Là, on peut découvrir des trucs inimaginables auxquels on n'aurait pas pensé. Mais enfin, quand même, jadis, dans les familles, bien avant nous, on appelait ça les secrets de famille. C'était quoi, les secrets de famille? Ça touchait à quoi? Est-ce que c'était des histoires de pognon? Non. Il y en avait, ce n'était pas des secrets, ça. Qu'est-ce que ça pouvait être, alors? Que dans les campagnes, on étouffait le nouveau-né sous l'oreiller, parce qu'on n'avait pas pu l'avorter, et donc on l'étouffait sous l'oreiller en disant le lendemain matin « Oh mince, il s'est étouffé pendant la nuit ». C'était très courant. Tout le monde savait. Que, je pense à quelqu'un qui m'en a parlé récemment, dans tel village que je connais bien, où j'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais petit, au fond de telle rue, je vois très bien, mais je ne vois pas la famille du tout. On savait très bien qu'à l'époque, le père, il couchait avec toutes ses filles. Tout le monde le savait. Et personne ne disait rien. Donc tout ça se savait. Bon, on ne découvre pas la Lune. Enfin, on savait, mais il y a une époque où on taisait. Aujourd'hui, on dit, c'est la différence. Mais tout se sait. Donc les secrets de famille, hein, c'était ça, si vous voulez que ce soit d'autre. Tout le monde savait que c'était ça. Mais supposez que vous arriviez dans une vieille maison de famille chez vous, vous ouvrez une armoire ou une malle, vous voyez, votre grand-père ou l'arrière-grand-père un peu mythique de la famille, l'emblématique, vous découvrez qu'en fait, non seulement il couchait avec la bonne, toutes les filles du village, c'est marrant d'ailleurs, tous les mecs dans le village vous ressemblent. On n'avait jamais pu comprendre pourquoi, ils ont tous la même tête. Bon. Et ainsi de suite. Mais évidemment, j'ai 12 ans et demi, je découvre que mon arrière-grand-père mythique était un sale bonhomme, parce qu'on ne me l'a jamais dit, mais enfin... vous allez pleurer ça en disant, bah oui, tout le monde le savait. En fait, tout le monde le savait. Donc, effectivement, il faut quitter l'enfance, là. Il faut assumer, il faut le porter, il ne faut pas l'accepter. Mais bon. Donc, ma conclusion, nous voici au rouet entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire entre, grosso modo, un système politique qui est en bonne santé et des personnes, des convictions, des décisions qui ne sont pas toujours de bonnes décisions, qui ne vont pas toujours dans le bon sens, c'est trop clair, je ne m'y attarde pas, c'est évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je n'ai pas la solution. Et d'ailleurs, il n'y en a peut-être pas. Pourquoi y aurait-il des solutions à tout? Je veux dire par là, pourquoi y aurait-il, et ça c'est une demande très actuelle, donnez-nous des solutions, mais il n'y en a pas forcément. Vous savez, c'est vraiment le syndrome du « j'ai cassé mon jouet, mais je veux qu'il marche quand même ». Tu as cassé ton jouet, je te donne un tube de colle, je ne sais pas m'en servir, ben, tu apprends. Ou il n'y a pas de colle pour réparer ça, ben, tu n'auras plus de jouet. Et ben, c'est tout. Et on apprend à assumer. La crise économique, qui a la solution? Il n'y en a sans doute pas. Le chômage,
Qui a la solution? Il n'y en a sans doute pas, ils le savent bien, ça se serait fait. L'écologie, là oui, il y a des solutions. Il suffit d'arrêter de faire des bêtises qui vont nous coûter la peau. Là oui, ce serait pas compliqué de s'y mettre d'une certaine manière. Mais les lois éthiques devenues folles, sans allusion, il suffirait de ne pas les vouloir. Maintenant, qui sait s'opposer en disant autre chose que non, je ne veux pas? C'est-à-dire, y a-t-il des intellectuels catholiques suffisamment nombreux, ils commencent à sortir du bois quand même, mais suffisamment nombreux pour argumenter, se prendre des beignes, pour tenir le choc face à la pression médiatique énorme? Où sont-ils? C'est-à-dire, ont-ils fait de ce travail-là leur métier? Ou est-ce qu'on les en a dissuadés au profit d'autres métiers? Je vous ai déjà parlé de ça, et c'est ma conviction, et je la constate tous les jours. On a tellement dit aux catholiques qu'il ne fallait pas qu'ils s'occupent des idées, qu'en effet, ils ne s'en sont pas occupés. Et résultat, quand les idées arrivent, eh ben, ils ne savent pas en parler. Ça, c'est quand même pas bien, je trouve. Bref, nous pleurons des résultats, mais je crois qu'il faut aller plus profond au principe. Donc, comment y aller? Une nouvelle génération de politiques, laïcs, tous laïcs, jeunes, compétents. Ouais, moi, je souhaite ça. D'ailleurs, il y avait un entrefilet, c'était une énième présentation de ce genre de truc. Ça devait être dans un Figma il y a 2-3 mois, justement pour montrer le soi-disant tsunami de la jeune génération des cathos en politique. Donc, il s'agissait bien des trois mêmes sur les 3 photos. Mais pour dire, et là, c'était marrant, ils sont jeunes, diplômés et talentueux. C'est pas normal pour des catholiques. Vous voyez, enfin, ça va pas de soi. Et le fait que ce fût marqué était intéressant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça bouge. Et que c'est autre chose que l'ambiance paroisse plan-plan, si vous voulez. Ils sont jeunes, diplômés, talentueux. Donc, ils ont une carrière, ils vont dire des choses, il va se passer quelque chose. Donc, c'est bien. Mais il en faut un peu plus. Alors, de ce point de vue, et pour tout le monde, hein, indépendamment de carrière comme ça, tout le monde n'est pas fait pour ça, loin de là, à tout le moins, quittons la mentalité passive du service public, tant pour la vie politique que pour l'Église. Appelons le service public dans ces cas-là, c'est-à-dire les choses se font sans moi, et je ne comprends pas que ça ne se passe pas comme il faudrait. Mais il faudrait que l'Église fasse ceci, il faudrait que l'État fasse cela. Pour l'État, c'est plus facile, il peut recruter qui il veut. Pour l'Église, il faudrait que l'Église fasse, mais il n'y a aucun problème. Faites. L'Église, c'est vous. L'Église manque de bras, donc s'il y a des bras, c'est très bien. Mais la mentalité passive du service public, c'est j'attends que quelque chose se fasse sans moi. Eh bien, si on veut que quelque chose se fasse, il faut le faire soi-même. D'ailleurs, vous remarquerez, je vous le dis, s'il y a une idée qui vous traverse dans tous les domaines, hein, mais qui vous habite longtemps comme quelque chose dont vous déplorez l'absence, je ne comprends pas que ça se passe comme ça, vous voyez, j'aimerais qu'il y ait un truc comme ça, je ne comprends pas, je ne sais pas moi, que les machines à café soient aussi mal conçues, vous voyez, ça vous agace, et ça vous obsède, et ça vous empêche de dormir, c'est un symptôme très intéressant. Ce sera vous, l'inventeur de la machine à café géniale. Ça veut dire, il y a un moment, il faut se dire, mais au lieu de me dévorer le foie, c'est à moi de le faire, parce qu'il n'y a aucun autre couillon pour le faire. Il faut transformer la rancœur en finalité. Et ça vaut pour tout. Alors, il faut s'y mettre, ou se taire, à jamais, comme on dit dans les films américains pour le mariage. Donc, travailler à son niveau, chacun son niveau, mais lequel? De quelle façon? Moi, je ne sais pas. En conclusion, je vous dis ce que j'avais annoncé que je vous dirai. La véritable chrétienté, ne vous y trompez pas, la véritable chrétienté, c'est l'Église. C'est l'Église elle-même. Et donc, l'idée, ça a été étudié par de grands personnages, l'idée même de la construction d'une chrétienté, alors que ça a l'air de concourir à christianiser, c'était en fait une première manière de se décrocher par rapport à l'Église elle-même. Et je trouve ça extrêmement stimulant comme pensée. Une chrétienté politique est déjà une certaine manière de se décrocher du pouvoir spirituel de l'Église. Donc c'est une reduplication, mais finalement par mode d'éloignement. Et où finalement on engouffre toute sa passion, parce que la passion est politique, et on va finir par demander à la politique de s'occuper du salut, en négligeant l'Église, dont c'est la vocation. La véritable chrétienté est l'unique, finalement, celle qui transcende les frontières, les régimes politiques, les époques, les défauts et les péchés de ses membres, c'est l'Église. Tout le reste, dans la vie politique, c'est une œuvre humaine. Tant mieux si ça ne s'éloigne pas de la foi, tant mieux si ça s'en rapproche, mais ne mélangeons pas les domaines. Vous voyez, enfin, faut les distinguer avec soin. Pas les séparer, pas les opposer, ça c'est très fâcheux. Mais c'est deux choses différentes. N'attendons pas du politique qu'il résolve des questions qu'il relève à l'Église de résoudre, et réciproquement d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit les curés qui vous parlent de politique. Avez-vous des questions? Oui. Vous parlez de trois jeunes politiques talentueux, là, vous pouvez donner leur nom Bah, donnez-les-moi. Il y a Bazin de Gessé, Ouais. et après je sais pas. Bellamy? Non, elle est marquée par un parti. Parlons de jeunes penseurs. Ouais, elle est marquée par un parti aussi, je Bazin de Gessé. Ouais, mais elle est d'abord universitaire. Et un troisième pour la route? C'était qui le deuxième? François-Xavier Bellamy, et un troisième pour la route. Voilà, c'est toujours les mêmes. C'est très bien. Mais c'est tout ce qu'on a en magasin.
Et c'est très bien, hein, ils sont géniaux en plus. Mais c'est pas beaucoup quand même. Oui? Alors j'ai une question un peu moins triviale, ou un petit peu moins politique que les autres. En sachant ce que Philippe pense fera au point d'un candidat au parti, le fait de voter en conscience pour ce candidat au parti nous associe au péché commis ou l'encourage. Ça, c'est une question drôlement complexe. On est entre le refus de complicité et le moindre mal. Ben, on est entre les deux. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'entre un véritable bien qui serait bien sous tous ses rapports, donc sans bavure majeure, bon, et un programme qui, sur 1, 2, 3, 4 points, pêche gravement, enfin objectivement en tout cas, dans son programme, mais il n'y a pas mieux à côté, voire c'est pire chez le voisin, qu'est-ce qui me reste? Ou bien, finalement, je refuse de voter, mais alors je délègue à tous les autres sauf moi le soin de s'occuper des choses, c'est quand même une situation de fuite quand même. Ou bien je choisis le moindre mal. Je n'ai pas choisi le mal pour le mal, mais c'est le moindre mal dans un ensemble de biens. Il peut arriver, j'ose le penser, que dans une société très dégradée, on n'est même plus dans le moindre mal, mais là vraiment tout est mauvais. Ben, on n'en est quand même pas tout à fait là. Mais justement, parce qu'on n'en est pas fait là, ça rend la chose très compliquée. Et ben, je n'ai pas, comme c'est un jugement prudentiel et qui peut être assez flottant, j'ai pas la solution même philosophique, enfin, indépendamment de mon identité sacerdotale. C'est drôlement compliqué et je suis pas sûr qu'il y ait une seule et unique réponse. Donc on peut imaginer que les gens répondent à cette question de manière différenciée. Soyons souples. Maintenant, je crains qu'on soit quand même obligé d'aller dans le moindre mal, un peu comme me disait une personne, j'en fume l'exemple par discrétion, mais c'était une personne épouse d'un grand de la terre dans un petit pays. Qui a dû prendre une décision très négative, très, au sens où on l'entend. Et on discutait, enfin, avec cette dame, je la rencontrais, je lui dis, mais enfin, non seulement la question de la conscience, mais c'est pas ça qui est principal, mais enfin, face à des problèmes comme ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux abdiquer? Parce que devant Dieu, devant sa conscience, devant l'histoire, enfin, bon. Elle m'a dit, ben oui. Et d'un autre côté, si on l'avait fait, où est-ce qu'on en serait 3 ans après? Dans le pays. C'est-à-dire, ça se serait dégradé 10 fois plus, en gros. Car c'est ça qui se serait passé par hypothèse. Donc ça a été le moindre mal assumé. Mais c'est un terrain glissant. Vous avez vu un peu la série, comment on appelle, Un village français, hein? Elle est pas mal, hein, finalement. Je ne sais pas où on en est d'ailleurs, si la dernière saison est parue. Donc vous voyez ce que c'est? C'est une série qui paraît en ce moment, la dernière saison n'est pas parue. C'est un village inventé de synthèse sur un village français pendant l'occupation. Donc c'est toute l'occupation de bout en bout. Et ben c'est pas mal, moi je trouve que c'est bien écrit, bien joué, pas caricatural. On peut choisir le bien pour de mauvaises raisons et inversement dans ce feuilleton. Bon. Et à un moment, le maire et le docteur, qui sont les personnages principaux au moins pour un temps, ont été un peu coincés par le régime allemand, parce qu'ils ont choisi un peu la collaboration la moins terrible possible. Et à un moment, ils vont plaider devant l'officier allemand, ou le type de la Gestapo, je ne sais plus, qui veut faire tuer 20 juifs parce qu'il y a eu un attentat quelques jours avant. Et ils viennent plaider pour que ça n'ait pas lieu. Et l'officier allemand finit par leur dire, d'accord, il n'y aura que 10 juifs fusillés, mais c'est vous qui allez nous donner leur nom. Vous, les Français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour en sauver 10, est-ce que je vais collaborer pour les 10 autres, en plus en nommant des personnes, mais en entrant directement là dans un acte entièrement mauvais? Ça, c'est un vrai cas, alors, pour le coup. Et bien là, je pense que dans ce cas-là, il fallait refuser de s'y prêter. Parce que ça, c'est une tâche qui leur resteront... ils ont désigné 10 personnes pour être fusillées. Il fallait, à mon avis, s'y refuser, quitte à être fusillé soi-même ou à laisser faire. Là, c'était pas possible. Là, on collabore directement quand même à un acte mauvais. Mais vous voyez, il y a des problèmes limites. C'est pas commode, hein. Moi, je pense, de toute façon, on est dans le déficitaire au plan éthique. Aujourd'hui, au plan économique, on ne sait pas très bien où on en est. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'avoir 17 chômeurs de moins et le proclamer sur tous les toits. Donc, à mon avis, il n'y a pas de solution miracle. Ça se saurait. Donc, c'est au plan éthique que ça pêche, actuellement. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Grosso modo, ils ont à peu près toutes les mêmes opinions. Ils s'alignent tous les uns sur les autres. Et si ce n'est pas la droite qui vote la loi, c'est la gauche et réciproquement. Il suffit d'attendre le coup suivant. Honnêtement, hein, il n'y en a pas un qui tranche. On a même vu des programmes de tel parti, en 10 ans, varier complètement sur ces questions-là. Donc, il n'y en a pas un qui soit plus sincère que l'autre. Pas plus fondé que l'autre. Donc on est au moindre mal. Et si on refuse le moindre mal, ben on s'abstient. Donc on ne vote pas. Donc on crée une masse indistincte de gens qui ne votent pas et qui laissent les autres voter à votre place. C'est ce qui se passe. Concrètement, il faut voir la série. Hein. Donc j'ai pas d'autre solution que ça. Oui, une question là-bas. Vous avez assez bien, j'ai posé la distinction du coup entre le métier et la vie privée. Oui. Donc en disant qu'effectivement on est un peu obligé, sans doute, quand on a des responsabilités de ne pas tout faire d'une fois, mais jusqu'où on peut aller, quelle est la limite, jusqu'où on peut en fait aller contre sa foi? Non, c'est une vraie question. Hein. D'abord,
je me refuse à entrer dans le fait que ce soit uniquement une question de conscience personnelle. Quand on est chrétien, ça n'est justement pas une question de conscience personnelle seulement. Ce serait un argument très protestant, ça. Quand on est... Oui, non, mais voyez ce que... Non, mais bien sûr que non. Mais il l'est objectivement. C'est le protestantisme qui a mis l'accentuation sur une qualification subjective de l'acte de foi. Quand on est chrétien en commun. Donc, c'est pas contre vous, parce que c'est collectif, justement. Quand on est chrétien en commun, c'est-à-dire il y a un jugement de vérité qui est un jugement collectif. Donc, il y a une référence à une vérité collective qui est celle du dépôt de la foi exprimée par l'Église. Ça peut pas être, moi, je suis catholique, et en conscience, je pense que je suis contre ou pour ce que dit... Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, d'une part. Mais c'est pas l'essentiel de votre question. Dans votre question, c'est... On ne pourra, de toute façon, jamais aller contre sa foi, parce que vous avez employé l'expression. Donc, pour un catholique, aller contre sa foi dans les actes qu'il aurait à poser, c'est non. Ça veut dire martyr professionnel. Oui, c'est parce que ça va être segmenté, ça va être sur un truc, je dis, mais non, c'est impossible. Donc là, alors, on argumente auprès de ces collègues comme on le peut. C'est là où vous pouvez sortir la grande harpe de l'objection de conscience, mais justement, elle est en train de moins en moins bien marcher, notamment dans les milieux médicaux, évidemment. Elle est quasiment réduite à néant. Mais souvent, on peut sortir le droit à la différence, la minoritude, enfin tout le bastringue. Donc, bon. Mais ça ne marchera pas pour les cathos, ça marche pour tout le monde, sauf pour les cathos, vu que ça a été construit contre eux. Bon. Mais, oui, c'est comme ça que ça a été fait. Mais, donc jamais contre. Et si jamais quelque chose dans votre vie professionnelle vous invitez à poser un acte que vous savez être gravement contre la foi, vous ne le faites pas. Ça veut dire, je perds mon poste. C'est un martyr professionnel. Mais face à Dieu, face à l'Église, face aux autres qui vous auront vu agir de telle ou telle façon, vous sauvez votre éternité. Hein. Ah non, mais le salut éternel, il passe par des actes, hein, c'est pas uniquement de plier le genou. Il y a un jour où on ne se compromet pas sur des choses graves, enfin, mais on ne se compromet pas, on ne le fait pas, c'est tout. Enfin, et alors, ça veut dire, tous les collègues, je sais pas, piquer dans la caisse dans la société où vous travaillez, vous voyez le truc pépère, bon, piquer dans la... tout le monde le fait, bon. Je refuse de le faire, quand c'est un peu, en plus c'est des grosses sommes, je refuse de le faire. Tous les collègues rigolent, mais en fait ils sont vachement impressionnés, parce que pour la première fois quelqu'un a enrayé le système. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne marche que si tout le monde marche aussi. Il y a une complicité, une auto-justification qui vient du fait que tout le monde le fait. S'il y a quelqu'un qui dit non, il aura beau être moqué, c'est lui qui a gagné. Et il y aura des réactions en chaîne, elles prendront 10 ans. Et quand bien même elles n'auraient pas eu lieu, c'est vous qui marquez quelque chose de votre éternité. Sinon, on n'est plus chrétien, on est des poupées sans visage et sans main. Alors, maintenant, malheureusement, il va falloir accepter, en revanche, une certaine dose de discrétion. Beaucoup trop grande. Et malheureusement, les catholiques s'y sont fait très bien. Voire, ils le revendiquent. Parfois, c'est passé dans leur théologie. Mais ça tient à énormément des métiers que vous aurez choisis, enfin, qui vous rejoindront dès que vous les rejoindrez. C'est-à-dire qu'ils vous imposeront une discrétion. On vous ment en vous disant que dans votre vie professionnelle, vous allez évangéliser. C'est du flan. C'est interdit. La plupart du temps, et pas possible le reste du temps. Donc on vous ment. C'est le beurre, l'argent du beurre, et il n'y a pas la crémière en plus. Ce qui était pourtant la pièce principale, en l'occurrence. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, c'est très bien. Ça veut dire quelque chose qui grince. Et ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ma vie n'est pas aussi lisse, y compris chrétiennement, que je l'avais prévu. Ça va donc m'obliger à surcompenser un apostolat à l'extérieur du métier. Eh bien oui. Ça veut dire que je vais être obligé de renoncer à baptiser chrétien ma vie profane. Oui. Car c'est au fond ça l'évangélisation, c'est-à-dire on fait tout comme avant, comme on aurait fait si on n'était pas chrétien, mais on dit que c'est chrétien alors que ça continue notre palette. Non, ça veut dire qu'il va falloir implanter du vrai chrétien. Une vie de prière, une vie sacramentelle, un apostolat explicite ailleurs, alors que dans la vie professionnelle. Mais moi j'en ai vu, c'est ça qui m'avait éveillé au truc, quand j'ai vu, moi j'avais que 30 ans, des gens de 40-45 ans, vous savez, c'est toujours impressionnant quand c'est la tranche du dessus, qui viennent me voir et qui me disent, mais j'ai 40-45 ans, je fais mon bilan un peu professionnel, j'ai un beau métier et tout ça, mais depuis 20 ans, je suis inutile à l'église. Je le vis chrétiennement, je suis droit, puis en plus, c'est quelqu'un qui avait à prendre des décisions humaines où elles pouvaient ne pas être droites, donc elles étaient droites. Mais comme c'était invisible, il dit, je ne sers à rien pour l'Église. Et je me suis dit dans ma tête, pour la première fois de ma vie, il a raison, il ne sert à rien pour l'Église. Oui, mais oui, il faut buter sur quelque chose. Il ne sert à rien pour l'Église. Ça veut dire que lui qui a un cœur d'apôtre et qui veut servir à quelque chose pour l'Église, il va falloir qu'il détourne l'obstacle et qu'il invente quelque chose à côté. Sinon, vous voyez, si au nom d'une pastorale, finalement, qui vous passe la main dans le dos, spirituellement, on s'entend, qui vous fait croire que vous êtes apôtre alors que vous ne l'êtes pas, que vous évangélisez alors que vous n'évangélisez pas. En fait, on baptise de non-chrétiens une vie profane que vous allez vivre férocement profane toute votre vie avec la meilleure conscience du monde. On vous ment. Si vous voulez du chrétien, il va falloir le faire en plus, et par mode de concurrence, et d'ajout dans l'agenda. Bon, c'est vrai que dans le cadre du métier, souvent, ça ne va pas être possible, et qu'en prudence, dans la plupart des métiers, surtout si c'est de la communication par la parole, qui est la principale, je ne parle pas de l'écrit, mais plutôt qu'une communication muette, ça ne va pas être possible. Et c'est une grande souffrance pour un chrétien, et je dis c'est bien qu'il en souffre. Parce que ça prouve qu'il a un cœur chrétien. Si le jour où il n'en souffre plus, c'est qu'il est mort.
ce que le démon veut de nous, c'est qu'on ne dise rien, il n'en demande pas plus. Je vous en prie. Oui, c'est un petit peu dans la même idée qu'on vient d'aborder. Donc en fait, est-ce que vous pensez que dans toutes les sphères de pouvoir, donc la politique en étant un exemple, il y a un plafond de verre au-dessus duquel on ne pourrait pas monter sous peine de corrompre nos actes gravement Qu'est-ce que vous appelez le plafond de verre en l'occurrence là? Peut-être la compromission, vous voulez dire? Oui, enfin, en tout cas, si on devient président, ça veut dire que... Ah oui, si on monte dans la hiérarchie politique, on va se salir les mains. Voilà, exactement. Le juste équilibre entre la pureté dans ses actes, en tant que chrétien, dans ses actes, et les, enfin, entre guillemets, les corrompre. Si oui, inconsciemment, et si c'est consciemment, est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire inconsciemment. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Mais du coup, s'il y a un plafond de verre, est-ce qu'on ne peut pas plutôt sortir de la structure de péché pour faire, comme vous dites, une nouvelle machine à café en tant que chrétien et faire quelque chose de nouveau, plutôt d'essayer de monter dans la structure de péché et se parter à ce plafond, toujours que tous les chrétiens n'arrivent pas à... Alors, les nouvelles machines à café ne vont pas résoudre les problèmes politiques. Non, on ne peut pas faire de la politique en dehors de la politique elle-même, si vous voulez. Donc, non plus. C'est-à-dire, quel impact on a? Il faut quand même entrer dans la vie politique pour parler politique. Enfin, il y a une sorte de cohérence, de même qu'on ne peut pas réformer l'Église en se mettant soi-même en dehors de l'Église, etc., etc. Donc, il faut forcément faire son métier d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'accepter des corruptions? Je pense que non. D'abord parce que je pense qu'il y a des gens qui ne se corrompent pas, d'une part, factuellement, et d'autre part, parce qu'il faut en briser l'argument de nécessité. Non, ça n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a des gens, s'ils sont très droits et très exigeants avec eux-mêmes, et j'allais dire assez féroces même avec eux-mêmes, refuseront de se laisser corrompre. Et c'est ça qui sauverait, qui déclenchera une certaine admiration chez leurs amis, au-delà de la moquerie, parce qu'on va tout faire pour les faire couler. Parce que quelqu'un qui grandit sans se salir les mains, il projette sur les autres une ombre de honte, vous voyez, enfin, terrible. Enfin, et donc c'est pas supportable. Bon, donc on fera tout pour le couler. Hein, on ira chercher encore une fois ces histoires d'enfance s'il le faut. Mais c'est possible. J'allais dire, après tout, les histoires d'argent, ce sont les plus tentantes, mais c'est aussi les plus faciles à éviter quand même. Est-ce qu'un président peut être président de la République? Est-ce qu'on peut être président de la République et catholique? Et est-ce qu'on peut faire moins... Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il aura fallu pour en arriver là. Mais je pense que quelqu'un peut être probe et monter très haut. Oui, je le pense. Mais ça suppose que par ailleurs, il est quand même du coffre. D'abord, une autorité qui légitime le fait qu'il monte, un charisme personnel qui en impose quand même sur d'autres plans, et une exigence chrétienne personnelle énorme. Quelqu'un disait un jour, qu'est-ce qu'il faut pour un chrétien, qu'est-ce qui est nécessaire à un chrétien qui ferait de la politique? Réponse, qu'il soit chrétien. C'est-à-dire concrètement qu'il fasse 1 heure d'oraison par jour, qu'il se confesse toutes les semaines, qu'il aille à la messe un peu plus souvent que le dimanche. Avec ça, il y a une chance de ne jamais se corrompre. Oui. Ouais. Il y a l'histoire du martyr professionnel qui, normalement, si on pose des actes, on nous éjecte de la sécurité. Alors voilà, ce sera entre... Eh ben oui, eh ben ce sera entre les deux. Et c'est là où tout peut arriver. Maintenant, c'est là où on peut être un peu malin. Quelqu'un qui est très... un peu adroit ou qui a du charisme, il peut arriver à passer à travers ça. Je ne sais pas, tout est possible. Maintenant, il faut... Donc tout est possible, maintenant il y a des gens qui peuvent arriver. Il faut éviter aussi d'accumuler des maladresses, j'allais dire presque au début, les petites maladresses involontaires auxquelles on ne pense pas, qui manifestent le lieu d'où on vient plus que ce qu'on a l'intention de faire. Quelqu'un m'a parlé il y a 2-3 semaines, c'est une étudiante, qui n'est pas parmi vous, pas ici, d'une de ses amies qui passait l'oral du CAPES, dans je ne sais plus quelle matière, enfin une matière idéologique, style français, histoire philo. Bon. Brillantissime la fille, elle s'est fait rétamer à son CAPES devant donc un jury hyper laïcard par définition, que ce soit pour le CAPES d'État ou le CAFEP catholique, c'est la même race. Elle s'est fait étendre. Pourquoi? Mais elle y est allée habillée en catho. Avec son petit collier de perles, avec sa jupe, avec impeccable. Elle y est allée habillée en fille de droite, quoi. C'est pas moi qui l'invente, j'entends le commentaire. C'était un ratage total. Il ne fallait pas y aller en négligé, il faut respecter le jury. Mais il ne fallait pas y aller habillé Le jury a dit, bon, elle vote républicain, on la comprend. C'est tout. Donc il ne faut pas y aller en petit tailleur. Il ne faut pas que le gars, il y aille en cravate. S'il met un costard, il met un t-shirt en dessous. Vous voyez, si ça, je rebondis, j'aime pas cette expression, sur l'exemple. Le ratage de cette fille, c'est un ratage politique. Bon, imaginons que le garçon, ce soit l'équivalent. Vous voyez, j'ai vu des exemples de ce type-là. Si, dès ce premier acte politique-là, qui était de passer devant un jury d'éducation nationale, donc, dont on peut penser que le racinement catho n'est pas leur priorité. Si, par instinct, on n'a pas senti que là, il fallait être un peu malin, c'est pas la peine d'envisager une carrière politique. Enfin, vendez des timbres-poste. Enfin, vous voyez, il y a une question de pif quand même. Et je vous assure, l'exemple est réaliste. Ça veut dire que le catho, en l'occurrence, ne comprend pas que ce jour-là, il ne doit pas jouer au catho pour des choses extérieures en plus, c'est-à-dire au fond simplement des marquages de classe sociale. Ce à quoi un homme de gauche est sensible plus qu'à toute autre chose. Alors qu'est-ce qui est un marquage de classe sociale? Le vêtement. Puisque c'est fait pour ça.
On a la marque, on ne l'a pas. C'est amusant parce que depuis des questions, on parle comment réussir à faire de la politique en restant catholique, etc. Sur la politique et de ceux pour pouvoir voter, c'est aussi essayer de changer le pays. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que les programmes, c'était plus pipeau. En tant que rhétorique du programme. Vous voyez, je vais changer ceci, cela, on sait qu'ils en abandonnent la moitié. C'est ça que je voulais dire. Je crois me souvenir d'un de vos articles, Mince. Changer la France. Je devrais le faire moi-même parce qu'après j'assume mal. Oui. Ça s'appelait Changer la France, qui proposait. Ah bon, changer la... Ah bon. Alors, je me trompe peut-être sur le titre, mais ça vous évoquait. Qui proposait de commencer par la culture, la société et le politique pour changer la France. Ouais. Ça fait un peu Benoît Hamon comme titre, oui. Oui, parce que je pense que le thème était plus large, du coup. C'était pas d'abord politique. Donc, effectivement, je pense qu'en profondeur, pour changer demain la politique, il faut d'abord changer la culture. Ça, je le pense vraiment. Mais parce que concrètement, on ne change les mentalités qu'en changeant la culture. C'est ce que, pour le coup, depuis 50 ans, les catholiques, par une incroyable légèreté, ont laissé faire. Ils se sont rués. Moi, maintenant, j'en fais une militance, mais j'en ai des confirmations, y compris par des sociologues. Enfin, ils se sont rués sur les métiers d'affaires, sur les métiers d'argent, même s'ils ne sont pas très riches, mais sur des métiers d'affaires. Ils ont complètement délaissé la culture. Ah, évidemment, les antichrétiens s'en sont emparés, mais on leur a laissé la voiture, la clé, le porte-cigare, l'allume-cigare, tout. Et le siège en simili-sky, tout. Allez-y, je vous en prie, prenez la bagnole. La porte est ouverte même. Donc, ils ont tout pris. Vous disiez dans ce cas-là qu'il fallait, parce que vous parlez d'action politique, vous disiez aussi dans ce cas-là qu'il fallait investir en tant que professionnel des métiers qui sont pas forcément de la politique. Oui. De transmission, oui, tout à fait. Alors, c'était pas mon objet ce soir, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais de fait, c'est par ce biais-là que ça peut se faire. Comment voulez-vous que ça se fasse autrement? Après tout, on a transformé la culture collective par des livres et par un enseignement lui-même collectif, nationalisé ou pas. Ben, c'est en faisant autre chose autrement, mais avec les mêmes moyens et avec un même degré d'excellence qu'on peut modifier. Ça se décrétera pas. Je sais bien. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez tout à fait raison, mais s'il n'y a pas au moins quelques-uns qui s'y mettent, il n'y en aura plus du tout. Vous voyez, c'est que ça ne viendra pas de l'extérieur. Il n'y a personne, il n'y a pas de réserve à l'extérieur. De gens qui attendraient hibernatus, si vous voulez, on les dégèle et non, c'est qu'il n'y a personne. Je sais bien qu'il n'y aura pas assez de monde. Alors, c'est là où il faut être malin. Je pense qu'il ne faut pas être seul à l'endroit où on pense pouvoir faire quelque chose. Prenons le cas d'un lycée ou d'un collège catholique qu'on aimerait pouvoir, vous voyez, redistribuer, relancer, etc. Si je suis seul prof, un peu catho, ayant des idées un peu claires, je crois que ce n'est pas la peine, vous allez au casse-pipe et à la déprime. Tout seul, on n'y arrive pas. Ça veut dire que dans un lycée, si on a un peu de sens, un peu politique, bon, j'arrive, ou je suis susceptible d'arriver, le directeur, l'aumônier, est-ce qu'il y a 5 profs catho? En gros, vous voyez, enfin 5. Est-ce qu'il y a au moins un petit groupe? S'il y a ça, quelque chose est possible. Sur 50, hein. Bon, mais si au moins ça, quelque chose, si le directeur est OK. Si le directeur est un édredon, si l'aumônier vient une fois pour la messe de Noël, mi-février, parce qu'il n'a pas pu venir avant, et si... c'est pas la peine. Une célébration, pardon, excusez-moi. Au moment distinct. Donc, s'il n'y a pas une volonté d'implanter quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la masse critique quantitative n'y sera pas, mais les recrutements ne seront pas bons. C'est-à-dire le directeur, dans la mesure où il peut recruter des profs, mais enfin, il y a parfois une marge de manœuvre chez certains, il va en prendre des bons ou pas. Donc, vous voyez, est-ce que politiquement, il y a la possibilité concrète de redresser la maison, sachant que n'importe quelle maison met 10 ans, 20 ans à se redresser, et je vais en baver pendant 10 ans, mais ça, c'est la vraie vie. Bon, c'est la vraie vie, c'est-à-dire ça ne peut pas se faire miraculeusement, donc il va falloir apprendre à attendre. Mais s'il y a une volonté de le faire, alors on y va tous et on s'y met et on déguste. Mais parce que c'est la vie, ça, on se bat. Bon. Mais s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Un peu, mettons une fille de votre âge qui veut faire de la catéchèse dans telle paroisse où vraiment il y a un bataillon de dames qui lui disent on n'est pas là pour enseigner la foi, on n'est pas là pour enseigner la foi, gna 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 gna, et elle dit je vais quand même essayer de faire un truc pour changer les choses. Si elle est toute seule face à un bataillon surarmé qui lui dit ça, moi je l'ai déjà conseillé à des filles, vous partez, vous sortez le chien, vous allez ailleurs, c'est pas la peine. À cet endroit-là, ça ne marchera pas, vous ne faites pas le poids. Donc politiquement, il faut voir là où c'est possible. Or, il y a des lieux où c'est possible. Ou en tout cas, ça l'est déjà, c'est déjà commencé sans vous ou avant vous, ou ça va le devenir parce qu'il y a une équipe qui se met en place. Là, ouais, il y a un vrai projet, avec les moyens de l'accomplir, avec donc des forces de décision. Ça veut dire, vous voyez, pour ça que je parlais du directeur, il faut que le directeur ait une capacité de changer les choses. Sinon, autant aller ailleurs où ça marche. Il ne faut quand même pas se rendre des tâches impossibles, mais il y a des choses possibles, mais pas seul. Je pense qu'il est important de pouvoir le faire à plusieurs. Donc, je rappelle l'existence de ce livre, d'accord, si ça vous intéresse, à propos de livres et de choses qui peuvent... c'est très impoli de compléter une conférence, mais je pensais, en entendant le frère Thierry Dominique, je pensais à un livre très simple, sur un mouvement de jeunesse qui a influencé pas mal la pensée et l'engagement politique de beaucoup
beaucoup de jeunes et d'adultes après, c'est le moment de la rose blanche. Si vous voulez, franchement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'excellence de ce que nous avons entendu, mais ça a l'avantage d'être une entrée assez simple dans la vie politique et le renouvellement culturel. Vous trouvez ça, l'auteur s'appelle Inge Scholl, S-C-H-O-2-L, et elle a écrit donc un petit livre sur ce mouvement de la rose blanche qui a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous lirez ça avec un peu d'intérêt. C'est des étudiants catholiques qui s'opposaient au nazisme. Voilà, et à la bêtise, oui. Catholiques, protestants, orthodoxes, oui. Hein, ouais. Voilà, c'est assez édifiant de voir comment, dans un système totalement hostile à la religion, et bien des chrétiens, ça n'est qu'un exemple. Hein. Ils ont été zigouillés. Oui, Oui. Ça leur a coûté cher. Mais au moins, ils ne se sont pas zigouillés tout seuls. Oui, exactement. Et on parle d'eux aujourd'hui, alors que les autres,